Mon mot d'ordre, c'était toujours, mais vivez vos rêves, quoi. Pourquoi vivez vos rêves ? Essayez de vivre vos rêves. C'est-à-dire que plus vous allez vouloir vivre votre rêve, et plus vous allez vous rapprocher de celui-ci. Bonjour et bienvenue sur Les Émerveilleurs, un podcast pour les entrepreneuses et entrepreneurs qui veulent enchanter leurs équipes, leurs clients et leur business dans un monde et une époque parfois très anxiogènes. Je suis Emmanuel Le Saint, je suis passionné par la magie humaine au quotidien. Je partage ici mes conversations avec des dirigeantes et des dirigeants qui m'expliquent comment ils font pour booster à la fois leur chiffre d'affaires et la motivation de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, je rencontre Renaud Loiseau à l'occasion du festival Saint-Mathumour qui se déroule sur 4 jours à Saint-Mathurin en Vendée. Il dirige Œil du Prince, l'entreprise avec laquelle il produit des spectacles d'humour, il conçoit la programmation pour des événements et il organise également des ateliers et cours de théâtre. Alors il produit notamment Guillaume Moreau ou Angie de Grolard, qui collectionne en ce moment les prix dans les festivals d'humour en France. Il est aussi une figure emblématique du festival du Souffleur d'Arundel au Sable d'Olonne. Et il a également monté la Comédie Ibis, qui propose régulièrement des spectacles au sein des hôtels Ibis à La Roche-sur-Yon. Bref, son credo, c'est d'une part d'enchanter la vie des gens en les faisant rire, et d'autre part d'aider les jeunes artistes à se développer grâce à un vrai travail de fond sur leur identité. Dans cet épisode, Renaud nous décrit l'envers du décor d'une entreprise de spectacle et il nous explique comment il travaille avec les artistes, comment il crée les conditions pour qu'ils puissent développer leur potentiel. Bonjour Renaud. Bonjour Manu, ça va ? Ça va très bien et toi ? Oui, ça va très bien. Bon, je te remercie d'avoir accepté l'invitation sur le podcast Les Émerveilleurs. J'interviewe des chefs d'entreprise qui émerveillent le monde. Puis toi, il se trouve que c'est carrément le cœur de ton activité, quoi. Donc, justement, comment toi, tu décris ton activité, Renaud ? Comment je la décris ? L'idée étant d'aider des jeunes artistes à se développer en humour et en comédie et de faire aussi un maximum de spectacles pour divertir le public. Et donc tu es dirigeant de Œil du Prince. Voilà. Ça fait combien de temps ? L'entreprise a été créée en 2009. Avec Œil du Prince, donc tu produis, tu programmes, tu fais beaucoup de choses, beaucoup de spectacles tous les ans. Tu t'adresses beaucoup aux jeunes artistes pour les développer. Oui. Et quand je regarde un peu les humoristes qu'on voit aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont passés par tes festivals notamment, non ? Oui. Alors, c'est vrai que c'est une des choses que j'adore, c'est-à-dire en fait faire confiance tôt. Puis oui, j'ai eu la chance, grâce notamment au Festival du Souffleur d'Arundel, mais pas que, grâce à des organisations de spectacles, à pouvoir faire venir des artistes qui à l'époque étaient absolument pas connus. Donc on a eu des gens comme Baptiste Le Caplin, comme Fabien Olicard, comme Émeric Lompré. Par exemple, Émeric Lompré, c'était pas du tout au Sable d'Olonne, c'était au Poiré-sur-Vie, dans une petite salle, voilà. Et le Dipou, il y en a beaucoup. Pas plus tard que ce week-end, à la Comédie Ibis, je recevais Mélodie Fontaine. Mélodie Fontaine, pour moi, c'est pas du tout une trouvaille. Je veux dire, ça fait presque 10 ans qu'elle joue dans des comédies, qu'elle a un spectacle d'humour. Mais c'est vrai qu'elle n'a jamais percé. Et là, ça commence. Elle était, la veille, le matin, elle était chez Nagui pour une chronique sur France Inter et elle reprenait la semaine prochaine. Et c'était sa première fois en Vendée. Et voilà. Et je me dis, c'est bien. C'est-à-dire que dans 2-3 ans, les gens disent, ah, mais elle n'était pas déjà venue une fois? Voilà. Et ça me plaît. Et tu disais, donc, tu as lancé Œil du Prince en 2009. Mmh. Mais tu étais déjà dans la partie avant. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, justement, et de ce qui t'a amené à créer Œil du Prince ? J'ai fait des études de conservatoire à La Roche. Et puis tout petit, moi, il me fallait absolument du théâtre. Club théâtre dans le collège. C'était ma raison d'aller à l'école. Je veux dire, je n'avais pas d'autre. Donc après, évidemment, au lycée, j'ai suivi l'enseignement théâtre du lycée.
Et puis le conservatoire, je le disais, en parallèle. Et après, je me suis lancé dans le bain. J'ai pris le premier truc qui est arrivé, et c'était de la formation théâtre. Et ça, j'ai adoré. J'ai fait ça pendant 27 ans. Donc ça, j'ai créé ma propre structure pour pouvoir encadrer justement et pouvoir proposer des ateliers théâtre auprès de certaines villes, de certaines communes. Ça s'est énormément développé. Et puis à un moment donné, je voulais aller un petit peu plus loin et notamment créer aussi, pas forcément jouer, même si j'ai joué, mais j'avais envie de produire, même si c'était pas le mot que je disais au départ, mais en tout cas, j'avais envie d'aller plus loin, en tout cas avec certaines personnes. Et surtout, c'est-à-dire que ce qui me frappait, et qui m'a toujours frappé, c'est qu'en fait, en Vendée, en tout cas dans ces années-là, c'est encore un peu le cas, j'avais peut-être, sans mentir, 500 à 600 élèves dans toute la Vendée. Et il y en avait au final 2, 3 qui tentaient l'aventure. Je dis, c'est pas normal. C'est pas normal, ça veut dire que on leur donne pas la possibilité de rêver, on leur dit pas où aller, on leur dit pas quoi faire, et puis ça veut dire qu'en Vendée, il y a pas de terrain. Il y a pas de terrain de jeu. Mais en tout cas, enfin, dans ce que je comprends, finalement, toi, tu constates quelque chose qui a un vivier qui est très important. Il y a quelque chose qui anime les jeunes, en tout cas, qui veulent se former. Mais que, comme tu dis, il n'y a pas de terrain de jeu et que tu dis, à un moment, il faut que je sois de la partie, il faut que je crée ça, quoi. C'est ça. Et c'est ce qui a amené... C'est pour ça que Œil du Prince a été créé. On est passé avant, il y avait une structure associative. Là, on est passé en entreprise. Ça faisait peur au départ, mais c'était aussi pour avoir une liberté plus grande, qu'elle soit artistique ou autre. Je ne sais pas si tu comptes les spectateurs que tu touches chaque année. Est-ce que tu as des chiffres clés comme ça que tu peux partager ? C'est drôle parce que j'y pensais cette semaine et je me dis, mais c'est marrant ça, je compte pas le nombre de spectateurs faits au total. Aujourd'hui, il y a, par rapport au nombre de spectateurs, un truc qui me chagrine beaucoup, c'est la course au complet. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent que c'est n'importe quoi, puisque la course au complet ne veut absolument rien dire. Puisque vous pouvez être complet dans une salle qui fait 50 places, comme dans une salle de 700, enfin ça n'a aucun sens en fait, complet. Ce qui est intéressant, c'est de voir au fur et à mesure. Mais on a besoin de cette image. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, l'image passe par ce côté de dire on était complet, on a fait tant. Moi, j'essaye de relativiser les choses et de dire oui, pour l'artiste que c'était, dans la salle où c'était, eh bien on a fait une belle date. Et je le dis aussi quand on fait des gadins. Donc oui, le nombre de spectateurs m'importe évidemment, parce que c'est notre gagne-pain. Et justement, qu'est-ce qui fait la différence d'Œil du Prince ? C'est quoi un peu ton identité? Pourquoi on travaille avec Renaud Loiseau plus que avec d'autres, par exemple? Qu'est-ce que tu amènes de particulier, toi? C'est une bonne question. Au-delà du rapport humain, j'espère pouvoir, ce que je disais au début, ramener, en tout cas proposer des artistes qui apportent des choses nouvelles ou qui sortent un peu de l'ordinaire, où on arrive à mélanger détente et réflexion. Je vais soutenir certains artistes en les programmant peut-être plusieurs fois. C'est pas pour ça que je les produis. Et puis je vais en produire certains. Et ceux que je produis, là, c'est complètement humain. C'est-à-dire que je ne peux pas produire quelque chose que je n'aime pas. Voilà. Ou que je ne peux pas défendre. C'est pas possible. Voilà. Donc les artistes ou les spectacles que je produis, c'est des spectacles qui pour moi font partie des meilleurs spectacles qui existent. Voilà, tout simplement. On va parler de développement commercial. Tu cherches des artistes et tu les mets en lien avec un public, voire avec des lieux qui organisent des spectacles pour le public. Donc,
Comment déjà tu fais pour être toujours en regard, pour trouver des nouveaux artistes, voir un petit peu ce qui se passe, et 2, comment tu fais ensuite pour aller chercher des lieux d'accueil ou des organismes qui vont chercher des spectacles. Comme je le dis à chaque artiste, au final, le plus dur n'est pas de trouver une salle. Trouver une salle ou trouver un organisateur et tout ça pour jouer ton spectacle, pas de problème. Le plus dur, c'est après. C'est-à-dire, une fois que tu as ta date, il faut du monde. Ouais. Et on est sur des artistes émergents, donc pas connus. Et donc, la vraie difficulté, elle est là. Et cette difficulté-là, je me la mets avant. C'est-à-dire qu'avant de proposer l'artiste à des salles, pour faire simple, je vais pas aller proposer quelqu'un que j'estime qui ne remplira pas une salle de 300 places. Ça sert à rien. Commençons par le début. Et au début, ça va être 50 places, 100 places. Il y a beaucoup de cafés-théâtres qui sont sur cette ligne-là, entre 50 et 150 places. Commençons par ça. Et je dirais même pour les humoristes, les comedy clubs, qui ont poussé depuis 2020, après le Covid, ce qui est un super terrain de jeu pour eux. Après, il faut passer la marche supérieure, mais c'est important aussi pour se faire connaître. Donc voilà, c'est étape par étape, et puis on peut être organisateur, adoré de spectacle, et ne pas le prendre, parce qu'on sait que derrière, on va pas y arriver. La vraie problématique, et là c'est de l'humain encore, c'est de faire comprendre ça à l'artiste. Parce qu'évidemment, quand on est artiste, qu'on démarre, qu'on a un nouveau spectacle, on a envie de... Ça y est, on est les rois du monde. Enfin, c'est normal. Et c'est normal de penser ça. Et il faut arriver à expliquer, non, il y a un chemin. Donc toi, ton rôle, ça va être d'accompagner les artistes sur ce chemin, de passer de 15, 20, 30, 50 à 100, et de leur expliquer qu'il faut prendre le temps de monter comme ça et de créer son audience, en fait, son public. C'est ça, exactement. Exactement. Puis en plus, tu parlais tout à l'heure de l'artiste qui sait pas se vendre. Finalement, c'est le cas pour un peu tout le monde. Quand on travaille sur l'identité des autres, on a tout de suite une représentation qui nous vient et c'est très simple. Par contre, sur la sienne, c'est très compliqué en étant tout seul de savoir c'est quels éléments finalement qui font mes qualités, qui font ma vulnérabilité, qu'est-ce qui est ma différence, ma spécificité, quoi. Complètement. Je voudrais qu'on passe à la partie management. Donc même si aujourd'hui tu es dirigeant de l'entreprise, oui. Et après tu vas faire appel à des collaborateurs, déjà tu as les artistes, et puis tu vas avoir aussi, j'imagine, des techniciens, des intermittents qui viennent en fait sur les spectacles. C'est ça. Donc autant dans une entreprise traditionnelle, on va dire, on a des collaborateurs qui viennent tous les jours, ou en tout cas quelques jours par semaine, on se voit, nanana. Toi, j'imagine que c'est assez différent parce que tu vas travailler différemment avec différents artistes, que sur certains spectacles, ça va être tels et tels intermittents qui vont venir, tels et tels techniciens. Comment ça se passe en termes de management pour toi ? C'est alors la partie technique est depuis quelques années la partie la plus compliquée parce que le métier de régisseur a pris une grosse claque après Covid. Beaucoup ont arrêté, certains ont continué, et puis dans ceux qui ont continué, il y avait énormément de travail. Et évidemment, toi, tu veux au moins être entouré des bons, voire des meilleurs. Et c'est pas simple. Donc voilà, il fallait réorganiser tout ça. Donc petit à petit, ça se fait. Et en effet, comme tu l'as très bien dit, en fonction des artistes, c'est pas forcément les mêmes régisseurs, parce que là aussi, il y a de l'humain. Et que c'est pas tellement une question de compétence qu'une question humaine entre un artiste qui arrive sur scène, il y va nu, il y va nu, on s'entend. Pas tous les spectacles, mais voilà. Mais donc il faut qu'il se sente en sécurité avec son régisseur. Après, il peut aller dans des salles avec d'autres régisseurs, c'est pas de souci. Mais en tout cas, il se sente en sécurité avec son régisseur. Voilà. Ça c'est la première chose. Donc voilà, on travaille ça. Et puis après, en autres collaborateurs, hormis les artistes et les régisseurs,
Ça va être la partie, on va dire, média, communication. J'ai deux personnes sur lesquelles vraiment je peux compter. Tout ça, c'est de l'intermittence. J'ai aussi autour de moi des gens qui ne travaillaient pas pour Œil du Prince en tant que collaborateurs, je veux dire, à proprement parler. Mais j'ai une équipe et j'ai notamment Manon qui est ma femme et qui ne fait pas le métier que je fais, qui est comédienne en parallèle, en plus d'être infirmière. Et à qui je parle énormément, à qui je dis ce que j'ai envie de faire ou pas, où je confronte les idées, parce que c'est ce qui me manque aussi au quotidien. C'est-à-dire que le fait d'être tout seul comme gérant, c'est très bien parce que tu décides tout seul de ce que tu veux faire, puis en même temps tu te dis est-ce que je fais pas une connerie. Donc ça veut pas dire que je suis tout ce qu'elle me dit. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir un écho. Et puis voilà. Et puis il y a une autre. Manon a créé une autre structure associative qui permet d'avoir aussi sur certains événements des bénévoles et des gens avec qui j'ai une totale confiance et ça permet aussi d'échanger de manière différente et surtout de manière très spectateur. C'est-à-dire que ce ne sont pas des professionnels du spectacle. Et donc, c'est intéressant pour avoir leur retour en fonction des spectacles. Est-ce qu'il y a une culture spécifique à Œil du Prince qui fait que quand je suis régisseur ou je suis artiste, je travaille avec toi, je sais que je vais avoir des valeurs particulières que je ne retrouverai pas particulièrement ailleurs? Pour moi, l'important, c'est de ne pas être une boîte de production qui produit à son image. C'est-à-dire que je ne vais pas aller prendre un jeune artiste, le déshabiller pour le rhabiller aux couleurs d'Œil du Prince. Puisque pour moi, Œil du Prince, les couleurs d'Œil du Prince, c'est les artistes. Et c'est ce qu'ils sont. Et c'est parce qu'ils sont différents. Et c'est parce qu'ils ont humainement des choses différentes qui feront la force d'Œil du Prince. Pas 10 personnes qui se ressemblent. Ça, pour moi, ça ne m'intéresse absolument pas, quoi. C'est pour ça aussi que je prends du temps et que j'ai fait en sorte de ne pas en avoir 35. Et je trouve que les spectacles seront différents, que les univers sont différents. On sait très bien que ça va plaire à tel type de personnes et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est hyper important qu'ils soient différents pour pouvoir les manager et manager ça. Et sur le management des artistes, tout comme des régisseurs, mais je pense que c'est comme n'importe quel chef d'entreprise dans n'importe quelle entreprise. Je parle pas de la même façon en fonction des gens que j'ai en face de moi, parce que ils demandent pas la même attention, ils demandent pas, ils ont pas les mêmes doutes, ils ont pas les mêmes problématiques. Et c'est à moi de les comprendre et de faire en sorte qu'on avance ensemble. Ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'en partant du fait que Œil du Prince, ça a une identité qui est quand même basée sur la tienne, finalement ton rôle en tant que gérant de cette entreprise, ça va être justement d'accompagner chacun des artistes en les manageant de façon à ce qu'ils se rencontrent eux-mêmes. Donc toi, en comprenant leur identité et finalement en les aidant à incarner cette identité de plus en plus, en fait. Je trouve ça génial parce que c'est une connaissance de soi qui est assez formidable, en fait. Donc toi, tu as un rôle dans la connaissance de soi de l'artiste, en fait. C'est mon truc préféré, quoi. Enfin, voilà, c'est d'être avec une personne et de l'aider à s'accomplir dans ce qu'elle veut vraiment faire, dans son rêve de départ. Moi, je me souviens que les premiers cours de théâtre que j'ai donnés, je me souviens très bien, ils avaient je sais pas 12 ans, 11 ans et je leur avais fait un cours où je leur avais dit prenez un bout de papier et mettez votre rêve. Et puis on va mettre le papier dans une enveloppe et on ne l'ouvrira jamais. Personne ne saura ce que vous avez mis et tout ça. On va le garder précieusement, puis si on ne le perd pas, et si dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, on le retrouve, mais je suis sûr que de toute façon, ils se souviennent du moment où ils l'ont écrit. Et pourquoi vivez vos rêves ? Essayez de vivre vos rêves. C'est-à-dire que plus vous allez vouloir
vivre votre rêve, et plus vous allez vous rapprocher de celui-ci. Moi, je veux que les gens autour de moi puissent vivre heureux en étant accomplis dans ce qu'ils font, parce que c'est ce qui me rendra moi heureux, en tout cas. Il y a une phrase connue, je sais qu'on parle de dicton vers la fin, mais comme c'est pas celle-là, je peux la donner. C'est visez la lune, au pire vous atterrirez dans les étoiles. Et c'est exactement ça. Ouais. Je te propose qu'on passe à la troisième partie qui est plus sur la responsabilité environnementale. Je me suis rendu compte que dernièrement, dans le milieu du spectacle, notamment on organise des concerts à la bougie, donc sans sonorisation. L'idée, c'est de faire quelque chose qui ne consomme pas d'électricité, etc., etc. Est-ce que toi, dans ce milieu-là, dans le milieu des spectacles, du théâtre et tout ça, tu vois des actions qui vont dans ce sens-là ? Ou est-ce que tu vois que ça bouge un petit peu ? Alors, ça m'a beaucoup fait rire, l'histoire de la bougie. Parce que si vous prenez une vraie pièce de théâtre, un acte, c'est la durée d'une bougie à l'époque de Molière et de tout ça. Et donc il fallait, c'est pour ça qu'il y avait des entr'actes entre chaque, puisqu'il fallait changer les bougies. Voilà. Donc c'est très bien si maintenant on revient à la bougie. Et ça, c'est en termes d'expérience, je trouve ça génial parce que ça doit être excellent. Enfin, nos grands-parents qui faisaient des veillées à la bougie. Enfin voilà, on est complètement dans ça. Mais plus concrètement sur les évolutions à apporter écologiques, ça se fait de plus en plus. Et il y avait, j'en discutais avec des régisseurs, une problématique, c'est-à-dire qu'on est passé de l'halogène. Ampoules, c'est des ampoules halogènes qui sont dans des projecteurs qui consomment. Pour vous dire, quand on dit un projecteur d'1 kilo, c'est pas son poids, c'est ce qu'il utilise en énergie, donc 2 kilos et ainsi de suite. À imaginer les grosses scènes. Et on passe petit à petit à la LED. Le problème, c'est à côté. C'est-à-dire qu'en fait, sans même parler d'une grosse structure, un camion pour ceci, un camion pour cela, on est sur les routes, voilà. Donc ça engendre. En fait, vous créez un spectacle, vous mettez du décor, ça engendre tout plein de choses derrière. Alors l'intérêt du café-théâtre, c'est que il y a quasiment pas de décor. Donc, en gros, la plupart du temps, la moitié du temps au moins, les gens viennent en train. Et on prend le mobilier sur place. Voilà. Donc c'est vrai qu'écologiquement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et sur l'organisation, par exemple, sur le souffleur d'Arundel au sable, écologiquement, on essaye. On est sur de la toilette sèche pour les artistes. On est sur du recyclable. On essaye en tout cas d'apporter notre pierre à l'édifice parce que en termes d'organisateur, là, on peut faire des choses. Et en plus, dans ce que tu dis, il y a vraiment cette notion de... Quand on est dans un écosystème qui est très très interrelié avec beaucoup d'interactions, avec beaucoup de complexité, finalement si un élément bouge, les autres soit vont bouger en chaîne, soit vont l'empêcher de bouger. Et là tu parles du souffleur d'Arundel, à partir du moment où tu as une équipe qui a toute ensemble une impulsion pour dire nous on veut vraiment aller dans cette direction, finalement les choses se font naturellement et l'ensemble de l'organisation va tourner autour d'une responsabilité environnementale. Mais quand on a un spectacle qui lui-même est dans un circuit global qui n'est pas encore orienté de cette façon-là, de toute façon, le fonctionnement même du système fait qu'un élément ne va pas pouvoir bouger ou alors il va sortir du système. Je vais sortir le micro tellement. Il y a des petits gestes tout simples. Je me souviens quand on a reçu Florent Père à Longeville, dans sa fiche technique, il était écrit, et d'ailleurs Mélodie Fontaine aussi, il y a une charte écologique. C'est des choses qui sont intéressantes. Parce que ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Et notamment, l'histoire de la bouteille en plastique. C'est fou. Alors, derrière, tu peux aussi mettre un puichet d'eau avec des verres. Merci pour tous ces éléments. Je te propose qu'on passe à la dernière partie qui est plus sur ton organisation, sur ta motivation personnelle.
Comment toi tu trouves la motivation tous les jours depuis 15 ans pour te lever le matin et puis aller faire briller les yeux des spectateurs comme ça? Avant, ma manière de travailler était plutôt, on va dire, milieu, voire fin de matinée, jusqu'à tard le soir. Et aujourd'hui, c'est plutôt tôt le matin jusqu'à milieu d'après-midi. Et en fait, je me rends compte que j'ai plus de motivation un peu plus tôt le matin que milieu de matinée. Alors c'est marrant parce que je me serais jamais dit du matin. Et voilà. Et ma motivation derrière, c'est l'enjeu des spectacles, c'est l'enjeu des artistes, c'est tout ça. J'ai une règle, c'est dans une journée, je ne fais pas qu'une chose. Même si cette chose-là pourrait prendre une journée, je ne la ferai pas en une journée. Je la ferai en plusieurs jours. Parce que je veux pouvoir avancer sur plusieurs éléments en même temps. Le fait de s'octroyer du temps libre, de s'octroyer telles heures, de se dire, moi, à 18h30, je ne réponds plus. Je répondrai demain matin à 9h, et de toute façon, voilà. Alors, sauf urgence, parce qu'il y avait un spectacle, parce que ceci, cela. Mais je veux dire, en temps normal, il n'y a rien de plus, quoi. Ça marche. J'ai 2 dernières questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un modèle pour toi dans la vie? Pendant très longtemps, j'avais Ruquier. J'avais Laurent Ruquier que je trouvais fascinant parce qu'il faisait plein de choses en même temps. Et je suis aujourd'hui plutôt fan de certains artistes, de certaines choses comme ça. Mais réellement d'un modèle, non, j'aime bien piocher un petit peu partout et voir un peu ce qui se fait, et pas forcément dans le milieu du spectacle. Et puis la dernière, c'est une citation qui t'inspire. Je sais pas si tu vas me sortir la même que celle que tu m'avais sortie il y a quelques années quand on avait tourné un clip ensemble, mais je t'écoute. Voilà. C'est probable puisque j'en ai pas changé. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Tu es très cohérent. Merci beaucoup Renaud. Merci Emmanuel. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci Renaud pour cette interview. Avant de vous laisser, je vous demande un tout petit service. J'ai besoin de votre aide pour faire grandir ce podcast. Il vous suffit de vous abonner sur votre plateforme préférée ou de laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. En attendant la prochaine émerveilleuse ou le prochain émerveilleur, retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur Instagram. Merci encore et amusez-vous bien.